Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle séance du Libre Journal de la France profonde qui porte ce soir particulièrement bien son nom puisque ce sera une émission gauloise. Mais correcte, je vous rassure, enfin j'espère. Nous allons nous pencher sur une langue mystérieuse, celle d'une population dont pourtant est issue la nation française, la langue gauloise. Que savons-nous d'elle ? Comment pouvons-nous la connaître ? Quelles traces a-t-elle laissées ? Pour explorer ces questions, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir l'un des plus grands spécialistes de cette langue, Xavier Delamarre. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour partager vos connaissances avec nos auditeurs. Avant de vous présenter davantage, je salue la présence dans le studio de Clotilde. Bonsoir Clotilde. Bonsoir Thibault. Voilà, Clotilde qui se fera une joie de lire, chers auditeurs, vos remarques et vos questions. Voilà. Xavier Delamarre, je me retourne vers vous sans plus tarder, puisque c'est un sujet riche et vaste que nous allons tenter d'explorer un petit peu ce soir. Donc pour une présentation succincte, parallèlement à une carrière diplomatique, vous avez entrepris, il y a un moment déjà, des recherches de lexicographie dans le domaine indo-européen et dans le domaine celtique, plus précisément. Elles ont fait de vous un linguiste, c'est ainsi que vous vous définissez, spécialiste de la langue gauloise en particulier. Vous êtes chercheur associé au CNRS, vous avez contribué à diverses revues scientifiques et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages que je vais nommer. En tout cas, pour certains d'entre eux, vous me direz si je fais des oublis graves. J'ai relevé le vocabulaire indo-européen, lexique, étymologique, thématique, paru en 1984. Un vieux livre, oui. Ouais. Il est toujours disponible, on peut toujours se le... Je crois. se le procurer. Oui. Il y a eu plus tard Nom de personnes celtiques dans l'épigraphie classique, aux éditions Errance en 2007. Alors ça, c'était après le dictionnaire de la langue gauloise, dont la première édition est parue en 2001, la deuxième en 2003, très, très augmentée. Et puis, il y a eu plusieurs réimpressions. La dernière réimpression date de l'année dernière ou il y a 2 ans, date 2018, je crois. Hein. Oui, le dictionnaire de la langue gauloise qui sert pas mal aux gens qui s'occupent de choses gauloises, enfin en particulier les épigraphistes et les archéologues. Oui. Alors cet ouvrage, le dictionnaire de la langue gauloise, c'est peut-être le plus connu, a été qualifié par un certain nombre de spécialistes d'apport majeur dans son domaine. Voilà. Donc c'est aux éditions Errance, 3e édition, revue et augmentée 2018. Tout à fait. Il y a aussi eu Les noms des Gaulois. Et alors ça, c'est un recueil d'une 30aine d'articles aux éditions Les 100 chemins, tout à fait. 2017. Le dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois, toujours aux 100 chemins, 2019. Oui, alors, il y a eu un premier tome qui est paru, qui va de la lettre A à la lettre I, et le deuxième tome est en cours de fabrication. Je l'ai quasiment finalisé, terminé, donc il va de la lettre L à la lettre U ou V. J'ai fait les index, il faut que je fasse encore quelques annexes, et ça sera, j'espère... un volume qui va servir, enfin 2 volumes, puisqu'il y a 2 tomes, qui va servir aux linguistes, aux chercheurs, qui est basé essentiellement sur l'étude des noms propres. J'ai relevé aussi une généalogie des mots, c'est le titre, sous-titré de l'indo-européen au français, Introduction à l'étymologie lointaine. Aux éditions Errance, encore une fois, 2019. Oui, alors ça c'est un livre qui est plus grand public, qui est publié par Errance Actes Sud, parce que c'est la même maison. Errance a été racheté par Actes Sud il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. C'est un bouquin que j'avais dans mes tiroirs, dont l'objectif est de montrer, en prenant une centaine de mots, le cheminement d'un mot indo-européen par le latin, jusqu'au français. Alors, par le latin, mais dans certains cas, par le grec, par le germanique, qui peut être des mots qui sont passés par le vieux norrois, la langue des Vikings, ou la langue franque, la langue des Francs, et puis évidemment des mots celtiques, surtout dans la toponymie. Vous
vous avez à gauche, plutôt à droite, le tableau qui résume la filiation généalogique, si je puis dire, avec des flèches, avec en haut la racine indo-européenne et en bas les mots du français courant. Et puis à gauche, sur la page de gauche, l'explication étymologique de ces mots. C'est tout à fait lisible, il n'y a pas besoin d'être linguiste, il est préférable d'avoir quelques notions de latin, c'est pas plus mal, savoir ce que veut dire génitif ou accusatif, bon, c'est des choses, maintenant les gens savent plus de quoi il s'agit, mais c'est pas si compliqué que ça, et disons, l'objectif c'est de montrer que notre héritage linguistique, la langue que nous parlons, mais qui est aussi un héritage des sens, un héritage culturel, remonte bien sûr, mais ça tout le monde le sait, à Rome et à la Grèce, mais que ça ne s'arrête pas à l'horizon de Rome et de la Grèce, c'est-à-dire que ça remonte bien au-delà, que les Romains eux-mêmes et les Grecs et les Germains et les Celtes, ainsi de suite, avaient eux aussi une longue histoire, et que cette histoire a été découverte, c'est une découverte assez récente, qui est due à la comparaison entre essentiellement les langues d'Europe et quelques langues d'Asie qu'on a appelées l'indo-européen, c'est-à-dire la langue mère, la matrice linguistique essentiellement, parce que ce sont des études de linguistique, et donc cette matrice est à l'origine de nos langues modernes. Voilà. Donc voilà, une généalogie des mots publiée chez Actes Sud, chez Errance, donc c'est un livre tout à fait lisible, je pense. Alors puisque nous avons évoqué déjà un petit peu cette notion d'indo-européen, est-ce que vous pourrez la préciser un peu davantage encore, puisque donc c'est important, vous nous dites qu'il y a une matrice commune aux langues d'Europe et à certaines langues d'Asie, alors pas toutes les langues d'Europe, si je ne m'abuse. Le hongrois, le finnois et le basque, plus proches de nous, ne sont pas issus de cette matrice, c'est ça ? Voilà, vous avez cité les principales langues, vous n'avez pas oublié l'estonien non plus, qui est une petite langue bien sympathique, très proche du finnois, qui appartiennent à ce qu'on appelle la famille ouralienne. Hein. Alors, pour ces trois-là, le basque, c'est encore autre chose. Le basque, c'était probablement la langue qui était parlée avant l'arrivée des Indo-Européens en Europe. C'était très certainement. Ouais. Votre question, c'était quoi ? Qu'est-ce que c'est que l'Indo-Européen ? Oui, quelles sont ses limites, alors, hors de l'Europe, par exemple ? Alors, les limites, on y arrive assez rapidement quand on traverse le bassin méditerranéen, c'est-à-dire qu'on a là des langues qui ne sont plus indo-européennes, que ce soit l'arabe ou les langues berbères, le turc en ce qui concerne... alors, la Turquie qui s'appelait l'Anatolie, qui autrefois parlait des langues indo-européennes, très archaïques comme le hittite par exemple, le louvite ou le lycien, le lydien, ensuite le grec, et puis tout ça a été donc submergé par la conquête turque, et donc il parle le turc est une langue altéique qui n'est pas une langue indo-européenne, mais les langues d'origine indo-européenne se retrouvent aussi en Asie, puisque l'Iran, les langues iraniennes sont évidemment des langues indo-européennes, et des langues indo-européennes qu'il faut connaître quand on fait de la grammaire comparée, qui sont des langues importantes. Le vieux perse, qui était une langue de chancellerie, était la langue de Darius, donc était une vieille langue indo-européenne qui ressemble au sanskrit. L'avestique, qu'on ne connaît pas beaucoup, qui était la langue sacrée des Zoroastriens, hein, avec les hymnes, ce qu'on appelle les gathas, qui sont les textes les plus anciens à Zarathustra, et qui est une langue indo-européenne très archaïque. Et alors après, plus on va à l'est, on a le sanskrit avec ses monuments littéraires que sont par exemple le Veda, qui est les Védas plus exactement, qui sont les grands monuments de la littérature indo-aryenne, et qu'il faut connaître quand on fait de la grammaire comparée de l'indo-européen, parce que c'est avec la découverte du sanskrit que les savants, essentiellement les savants allemands et danois du 19e siècle, sont arrivés à montrer qu'il y avait une origine commune,
que, par exemple, le sanskrit ressemblait curieusement et de façon frappante dans sa morphologie, dans ses déclinaisons, dans ses conjugaisons, au grec ou au latin, et qu'il devait y avoir une origine commune. Alors ça, c'est William Jones, c'est un Anglais, qui était un administrateur en Inde, dans cette région, en même temps un érudit, qui a dit qu'il doit y avoir une origine commune, et qui est peut-être disparue, mais d'où viennent toutes ces langues que nous avons en Europe, et puis ces langues de l'Inde. Alors, l'indo-européen, ça sert à quoi ? C'est une façon de dépasser un tout petit peu l'histoire. Vous savez que l'histoire commence avec l'écrit. Avant l'écrit, c'est la préhistoire. Quand on n'a pas de texte écrit, ça devient de la préhistoire. Eh bien, la grammaire comparée, si je puis dire, nous donne un tout petit peu plus que les textes. Elle nous donne à comparer des langues dont on se rend compte très rapidement en les étudiant qu'elles sont toutes issues d'une même matrice, d'une même source. Et à partir de ces comparaisons, on fait une opération qui est maintenant devenue l'opération principale des comparatistes, qui est une reconstruction. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un mot qui a une certaine forme dans une langue A et puis qui a une autre forme dans une langue B, vous pouvez considérer qu'il y a une langue C qui est ou un mot C qui est un mot matrice, si je puis dire, ou matriciel, d'où sont issus ces mots A et B. Pour parler de façon un peu plus claire, si vous avez un mot latin qui se dit frater, qui veut dire le frère, si vous avez brothar en gothique, qui veut dire la même chose, et puis si vous allez en Inde et que vous avez bratar en sanskrit, et qui aussi veut dire le frère, vous vous dites, bon sang, mais c'est bien sûr, ça vient d'un même mot qui probablement n'existe plus. Et la technique de la grammaire comparée consiste à essayer de simuler cette évolution et de reproduire le mot d'où sont issus ces trois mots que je viens de citer. Alors, pour les langues peu connues, comme le gaulois, il est vrai que l'indo-européen serbe a expliqué beaucoup de choses, parce qu'on trouve des mots qui ne sont pas dans les langues celtiques médiévales. Les langues celtiques médiévales, c'est pour l'essentiel le vieil irlandais ou moyen irlandais d'un côté et les langues britanniques de l'autre, le gallois, le breton, qui sont attestés après le gaulois, je dirais au moins 500 ans, 500, 800, 1000 ans après le gaulois. Et la première opération consiste à comparer ces mots gaulois à des mots du celtique insulaire, du celtique médiéval. Je dis, si par exemple vous avez un mot maros que vous voyez de façon récurrente dans les mots gaulois, et que vous voyez que en gallois, vous avez maur, M-A-W-R, ou mar ou mor en irlandais, M-O avec un accent qui indique la longue R, qui tous deux veulent dire grand. Eh bien, il est probable que le segment maros du gaulois veut dire grand aussi. Et donc, on opère de cette façon. Très bien. Alors, je vois qu'il y a déjà un premier message d'auditeur. Alors, c'est peut-être une petite digression, mais pourquoi pas ? Alors, un auditeur nous écrit « Merci pour cette excellente émission. Y a-t-il des interactions entre certaines langues indo-européennes et des langues sémitiques ? Je crois savoir, par exemple, que la langue grecque a influencé une langue telle que le syriaque. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire interaction ? Interaction, ça veut dire des emprunts qui sont faits par une langue à une autre langue ou une autre langue qui peut être d'un autre groupe. Alors, il est évident que toute la linguistique, ce qu'on appelle la linguistique de contact, est faite de ces emprunts d'un groupe de langues, d'une langue à une autre. Il a été organisé il y a 2 ans à Limoges, un colloque qui s'appelle, alors c'est en anglais, je sais qu'on ne prononce pas cette langue ici, qui s'appelle Les emprunts et le substrat, en bon français. Les actes ont été publiés en Autriche par un éditeur allemand, les Innsbrucker Beiträge,
mais le titre est en anglais, Loanwords and Substrata. Et alors, c'était un colloque qui était uniquement consacré aux échanges qui ont lieu dans les différentes langues et dans les différents groupes de langues, et avec l'analyse desquels on peut tirer un certain nombre de conclusions. Alors moi, j'ai fait mon numéro, bien sûr, sur le gaulois, c'est-à-dire toute l'onomastique impériale, c'est-à-dire en gros après le début de notre ère, est influencée par des mots gaulois, puisque les peuples soumis parlaient une autre langue, ils ont fini par se mettre au latin. Mais il y a eu des réinterprétations. Alors je pourrais vous donner des exemples précis. C'est un petit peu technique et puis c'est long, mais par exemple, vous avez un mot que l'on reconstruit comme Croukilla, qui veut dire la petite butte, le petit tertre, la petite colline, qui a été réinterprété par les latins comme Croukilla, avec un houlon, qui veut dire la petite croix. Et ça a donné en français moderne Croisille. Et Croisille, en fait, au départ, ce qui était une petite croix est devenu... ce qui était une petite colline est devenu une petite croix. En plus de ça, avec la christianisation, la chose était immédiatement comprise. Vous avez Margarita, qui veut dire la perle, aussi en grec et puis en latin, a remplacé... Alors, qui a donné les Margueries, Marguerite, Sainte Marguerie, un peu partout dans la toponymie française. Mais au départ, c'était un toponyme gaulois qui est Morgaritu, le passage de la frontière. Morga, c'est la frontière, Ritu, c'est le passage, Morgaritu. Et quand on comprenait plus le gaulois, on s'est dit, bah oui, c'est Marguerite. C'est une Sainte Marguerite qui est là. Mais en fait, c'était un passage de la frontière. Alors, pour répondre à la question de votre auditeur, je crois qu'il voulait savoir s'il y avait une influence du syriaque. Du grec sur le syriaque. Du grec sur le syriaque. C'est évident. Vous savez que la langue du christianisme, c'était le grec, enfin le grec ancien, qui était un peu à l'époque, donc au début de notre ère, qui était la lingua franca de toute cette région du bassin méditerranéen, j'allais dire la région Est, mais aussi la région Ouest. Quand on faisait quelque chose, on écrivait et on parlait en grec. Comme maintenant, on parle en anglais. Si vous voulez faire quelque chose avec, je ne sais pas, avec un Chinois ou un Mongol extérieur, vous lui direz tout ce que vous avez à lui dire en anglais. Bon, à l'époque, c'était en grec. Alors, c'est évident que ça a influencé les langues locales, que ce soit le syriaque, ensuite l'araméen, et toutes les langues de cette région. Oui, on nous demande aussi les langues sémitiques et l'indo-européen. Écoutez, ce sont deux familles de langues qui sont séparées. Il y en a d'autres. Il y a ce qu'on appelle les langues ouraliennes, les langues altaïques, et puis sur d'autres continents, les langues bantoues, ainsi de suite. Alors, les langues indo-européennes et les langues sémitiques ont cette chose en commun, c'est qu'ils ont de très anciennes attestations qui remontent au début de notre ère. Dans le cas des langues indo-européennes, on a toutes les langues qui sont attestées avant notre ère. Bon, le latin, le grec, le sanskrit, le vieux perse. Après, c'est un peu plus tardif, mais en gros, on a le hittite qui remonte au 2e millénaire, parlé en Anatolie. Et pour les langues sémitiques, on a évidemment, c'est pas l'arabe qui est la langue la plus ancienne des langues sémitiques, c'est l'akkadien. L'akkadien qui était écrit en cunéiforme, qui est un peu, si vous voulez, le sanskrit des langues sémitiques. L'akkadien qui a fait suite aux Sumériens, si je puis dire, dans la région, en Mésopotamie, est aussi une langue très archaïque, un petit peu comme le sanskrit l'est ou le hittite pour les langues indo-européennes. Alors, il n'y a pas bien que il y ait des essais qui ont été faits par des linguistes, il n'y a pas de rapport de filiation entre les langues indo-européennes et les langues sémitiques. Ce sont des langues qui ont des systèmes différents, qui ont des phonétiques différentes, mais en fait, elles ont aussi des choses en commun. Elles ont une morphologie foisonnante, aussi bien en sémitique qu'en indo-européen.
Et puis, il y a quelques mots, mais c'est pas encore définitivement prouvé, qui montrent qu'il y a probablement eu des contacts entre les proto-indo-européens et les proto-sémites. Alors, quelque part autour, dans le Caucase, on ne sait pas très bien. Il y a le lexème 7, le lexème étoile. Mais tout ça est assez controversé. En fait, on avait un foyer d'origine, je pense, des Sémites qui devaient se trouver à peu près au nord de la péninsule arabique, et un foyer d'origine des langues indo-européennes, ce qu'on appelle le proto-indo-européen, qui devait se trouver au sud de l'Oural, je dirais. Enfin, au mieux dans l'Ukraine de l'Est, mais les thèses actuelles disent que c'est très probablement la culture de Yamnaya ou de Yamna, qui est au sud de l'Oural, qui est à l'origine des langues indo-européennes. Tout ça, c'est de l'archéologie et même de la paléoanthropologie, qui est intéressante, hein, que je ne remets pas en cause. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui est fondamental dans le mot indo-européen, et même dans le mot celtique d'ailleurs, et dans le mot sémitique, ce sont des mots qui réfèrent à une réalité linguistique. Il a existé des Indo-Européens, c'est-à-dire, puisqu'il y a eu une langue indo-européenne, il y a eu des gens qui ont parlé cette langue. Et par facilité de langage, on les appelle les Indo-Européens. Pour les Sémites, c'est pareil. Il y a eu un sémitique commun, et donc, il y avait des populations sémites, hein, qui étaient en contact avec des populations qu'on connaît mieux, que par exemple comme le sumérien, qui est très très ancien, qui est plus ancien que l'akkadien, alors qui est une langue sur laquelle on ne sait pas d'où elle vient, on n'a aucun corrélat, mais ce sont d'abord et avant tout des concepts linguistiques. Et même si on veut parler de Gaulois, on peut parler de Gaulois parce qu'on connaît les Gaulois grâce aux anciens qui en fait des descriptions. Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup décrit leur langue, mais il est évident qu'il n'y a pas de corrélation immédiate entre la langue que l'on parle et l'aspect qu'on peut avoir, et même dans certains cas la culture, parce que la langue est toujours liée à la culture, à la civilisation, mais on peut changer de civilisation en conservant la même langue. Enfin, bon, tout ça sont des discussions un peu byzantines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la langue. C'est quel mot veut dire quoi. Alors, revenons justement donc à la langue gauloise en particulier. Pouvez-vous d'ailleurs rappeler ce qu'on entend par gaulois, notamment par rapport aux Celtes? Celte, c'est le nom qui désigne la famille. Hein. C'est comme, je pourrais dire germanique, c'est le nom qui désigne une famille linguistique. Et parmi les germaniques, vous avez les langues du nord de l'Europe, les langues scandinaves, vous avez les différents dialectes allemands, le néerlandais, l'anglais, le frison, ainsi de suite. Germanique. Bon. Ou le gothique aussi, qui est une très vieille langue germanique, dans laquelle la Bible a été traduite. Vous pouvez parler du slave. Mais le slave, alors, il y a une vieille langue slave qui s'appelle le slavon d'église, dans lequel aussi, qui est une langue qui a été essentiellement utilisée pour traduction de textes religieux, mais il n'y a pas de proto-slave ou de slave commun. Et puis, vous avez le russe, le polonais, le tchèque, le serbe, ainsi de suite. Alors, celte, c'est une désignation d'une famille, d'un certain nombre de langues qui ont subi les mêmes évolutions phonétiques. Alors ça comprend, pour l'Antiquité, pour le vieux celte, évidemment le gaulois, ce qu'on appelle le vieux celte continental, la langue qui était parlée dans les Gaules, c'est-à-dire ce qui est maintenant l'Hexagone, mais pas uniquement, parce que ça allait bien au-delà, en Rhénanie, en Europe centrale, jusqu'en Pannonie, c'est-à-dire la Hongrie. Et tout le nord de l'Italie a parlé gaulois à une époque, avant de se faire ratatiner par les latins, si je puis dire. Et ils ont d'abord les Romains ont d'abord soumis, après avoir été soumis, ont soumis les Étrusques, et puis après les Gaulois. N'oubliez pas qu'une ville comme Milan, Mediolanum, c'est un nom purement gaulois. Et des Mediolanum, Mediolana au pluriel, vous en avez plein en Europe.
des villes comme Meillan, et alors vous en avez en France, en ce qui est maintenant la France, mais vous en avez aussi en Autriche, en Allemagne, en Suisse, et vous avez même, je crois qu'il y a un Mediolanum en Grande-Bretagne, ce qu'on appelait la Bretagne autrefois. Vous en avez un dans ce qui est actuellement la Mésie, c'est-à-dire dans ce qui était la Mésie, donc actuellement la Bulgarie. Tout le nord de ce qu'on appelle la Cisalpine, de l'Italie du nord, a parlé gaulois, et d'ailleurs les noms de tribus étaient les mêmes. Vous aviez des Insubres, des Lingons, des Boyens, comme vous en avez en France aussi. Alors on parle de langue gauloise, si je ne dis pas de bêtises, en opposition aux langues celtiques insulaires et puis au monde celtibère. Alors, c'est un peu un problème parce que les langues celtiques insulaires sont attestées plus tardivement. Ouais. Alors, on mélange le temps et l'espace quand on dit vieux celtique continental. Mais il y a aussi du vieux celtique insulaire. Les Bretons que César a conquis après la Gaule parlaient une langue qui était certainement très très proche de celle des Gaulois. Alors, il utilise pas le mot gaulois ou le mot celte pour parler des Bretons, mais en fait, quand vous voyez les noms de personnes, les noms de peuples, et je dirais même les noms de lieux, ce sont les mêmes que sur la Gaule. Vous avez des Parisis, je crois que c'est au nord de la Tamise, et puis vous avez les Parisis chez nous qui ont donné la ville de Paris. Vous avez un fortin qui s'appelle Candercum, je crois que c'est dans le Kent, mais à vérifier, ça je peux pas. Et puis vous avez un Condercus aussi dans la région de Toulouse. Et alors là, on pourrait multiplier les exemples et montrer que la langue celtique ancienne de l'île de Bretagne était en fait un dialecte gaulois. Il faut s'arrêter à l'Irlande, parce que l'Irlande, on sait qu'elle avait un dialecte celtique différent, plus archaïque que le breton ou que le gaulois, mais de toute façon, c'était la même famille. Est-ce qu'on parlait la même langue dans la Gaule ? Alors, bien sûr que non. Est-ce qu'on le sait déjà ? Est-ce que les Gaulois pouvaient se comprendre entre eux ? Alors, il faut se représenter la Gaule, à mon avis, comme on se représente la Grèce dans l'Antiquité. Vous savez que les Grecs avaient aussi des dialectes. Vous avez les dialectes doriens, vous avez entre le grec qui était parlé à Athènes, celui qui était parlé à Sparte, celui qui était parlé en Crète, dans les îles, celui qui était parlé au nord de la Grèce, l'éolien, ainsi de suite, c'était des langues différentes. Alors, le lionien attique, ce qu'on a appelé après la koiné, a fini par prévaloir, grâce en particulier, disons, au prestige d'Athènes et de ses philosophes et de ses intellectuels, entre guillemets, si je puis utiliser cet anachronisme. Mais les Grecs avaient des langues différentes, enfin des langues qui avaient des spécificités différentes. Ils avaient certainement des éléments de vocabulaire différents. Ils avaient des calendriers qui étaient différents d'une ville à l'autre, avec des fêtes qui étaient différentes. Des particularités et une historiographie intime qui était différente d'une ville à l'autre, mais ils se comprenaient ou ils essayaient de se comprendre. Et je dirais qu'avec les Gaulois, c'est un peu la même chose. Il n'est pas sûr du tout que qu'un Narbonnais ait compris tout de suite, sans faire d'effort, ce que disait un Breton du Kent, du Cantium. Pas plus que celui-là, à mon avis, enfin, il devait avoir des difficultés à comprendre un Pannonien. Un Pannonien, donc, du côté du Danube, parce qu'il y avait des Gaulois, si j'ose dire, dans cette région. Et il est probable qu'ils avaient des variétés de langage assez grandes. Mais cela dit, on retrouve souvent les mêmes mots. Ou si vous voulez, alors on retrouve essentiellement des noms de personnes, des noms de potiers, des noms de soldats de l'armée romaine, mais qui étaient en fait des Gaulois embauchés localement. On trouve par exemple, vous avez, je crois que c'est à la Grosin, vous avez un potier qui s'appelle Deprosagios. Et Deprosagios, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire Dépros, c'est la nourriture.
sagios, c'est qui cherche. Hein. Deprosagios, c'est un glouton, ça, qui cherche la bouffe, quoi. Et vous retrouvez en Aurique, c'est-à-dire du côté, c'est pas en Aurique, je crois, en Pannonie, vous avez un Kourmi-sagios. Et Kourmi-sagios, lui, il cherche de la bière. Hein. Kourmi, c'est la bière. Donc, vous voyez, les mots sont un peu les mêmes. À mon avis, s'il faisait un effort, ils se comprenaient. Mais il y avait évidemment des différences. C'était un patchwork linguistique dans ce que Darbois de Jubainville a appelé l'empire celtique, si vous voulez. C'était la façon dont de façon un peu emphatique, on décrivait l'Europe pré-classique, quoi. Nous avons une autre question d'auditeur. Bonsoir à tous. On se régale à écouter votre invité, Maros, grand en gaulois, fait penser au patronyme breton le Meur, c'est-à-dire le grand. Une question. J'ai entendu dire que le breton ne serait pas directement issu du gaulois, mais de la langue parlée en Grande-Bretagne avant la migration sur le continent pour fuir les Saxons. Confirmez-vous, bien courtoisement. Complètement. Complètement. Vous l'avez entendu dire, mais c'est vrai. Le breton vient des îles. Le breton est la langue des populations qui ont été chassées par l'envahisseur saxon dans les premiers siècles de notre ère et qui sont venus s'installer en Armorique. Et les linguistes, les grammairiens, montrent que le breton, à tous ses stades, c'est-à-dire jusqu'au breton actuel, mais le moyen breton et le vieux breton qu'on a conservé dans des gloses de la fin du premier millénaire, c'était exactement la même langue, quasiment que le vieux gallois, et aussi que le cornique. Faut pas oublier le cornique, c'est une petite langue qui était parlée au bout de la Cornouaille bretonne. Mais ces langues n'en faisaient qu'une seule, je dirais, vers l'an 500, il faut dire à peu près. Ça n'était pratiquement que c'était la même langue, mais ils ont apporté, quand ils ont les Bretons, comme on dit, ont été chassés par les Saxons, qui sont installés à partir de cette époque, ils sont venus s'installer en Armorique. Alors, il y a eu une petite controverse. C'est pas vraiment une controverse, c'est une hypothèse qui est plausible ou raisonnable, c'est de considérer que au moment où les Bretons, chassés par les Saxons, sont venus s'installer en Armorique, il y avait encore des populations qui parlaient une forme de gaulois. En particulier en Bretagne Sud et dans une région, la région de Vannes, et il y a un dialecte du breton qui s'appelle le vantais, qui est assez spécifique par rapport aux autres dialectes bretons, et certaines personnes, comme le linguiste Fleuriot, a considéré que ces spécificités du dialecte vantais sont peut-être dues à une présence de populations qui parlaient encore le gaulois. C'est pas complètement démontré, linguistiquement, mais c'est plausible. C'est plausible qu'il y ait eu une fraternisation, si je puis dire, entre des Bretons chassés et des Armoricains qui voyaient leurs frères dans la peine revenir installés sur le continent. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons le plaisir de recevoir ce soir Xavier Delamarre, linguiste, spécialiste de la langue gauloise, qui est chercheur au CNRS, qui a écrit un dictionnaire de la langue gauloise. Et vous pouvez poser vos questions au 01 46 51 00 85 ou en écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Et nous sommes en direct. Alors, pour en venir un petit peu, Xavier Delamarre, aux moyens que vous avez de connaître cette langue gauloise, pouvez-vous nous dire si les Gaulois ont écrit? On a l'image, en général, de Gaulois qui méprisent l'écrit au profit de la seule oralité, notamment dans le domaine religieux, ce qui fait qu'on ne sait quasiment rien de la religion des druides. Est-ce que les Gaulois ont écrit ou absolument pas? Alors, je dirais que vous avez raison sur tous les points. C'est-à-dire que les Gaulois ont écrit, il faut le dire, et ils ont écrit, pas seulement en Gaule, mais ils ont écrit dans le nord de l'Italie, ils ont écrit, ou les Celtes, si vous voulez, ont écrit en Espagne, et ils ont adopté à chaque fois l'écriture des langues qui utilisaient déjà l'écriture de la région. Alors, dans la région des lacs en Italie, ils ont utilisé
un alphabet nord-étrusque qui ressemble un peu à des runes. Mais ils ont ce qu'on appelle les Lépontiens, hein, dans la région du lac de Caume. On a plein d'inscriptions qui sont écrites dans ces caractères runiques et qui servent à noter un dialecte très archaïque du gaulois assez archaïque, qu'on appelle le lépontien, mais pour lequel l'écriture n'était pas très bien adaptée. Les Gaulois ont aussi utilisé l'écriture grecque dans le sud de la France, dans ce qu'on appelle la Narbonnaise, où les inscriptions les plus importantes que l'on ait en gaulois sont écrites en caractère grec. Elles ne sont pas écrites en latin. Dans la région de Nîmes, autour de Nîmes, enfin un peu partout, hein, les textes gaulois écrits en grec ont été publiés par Michel Lejeune, un de nos grands linguistes, dans un volume publié par le CNRS qui s'appelle Le Recueil des inscriptions gauloises, tome 1, où on a quelques inscriptions votives essentiellement, hein, des noms de propriétés surtout, sur des vases, et puis quelques dédicaces à des dieux, avec un formulaire assez répétitif, hein. On a une expression qui est Dede bratu decantem, on comprenait absolument pas ce que ça veut dire. Alors il y avait en fait, il s'agit probablement de la traduction en gaulois de l'expression latine ex voto, hein, par vœu, ou alors l'expression qu'on retrouve de façon récurrente en latin, votum solvit libens merito, c'est acquitté de son vœu volontiers et à bon droit, hein, USLM ou SLM. Alors on a donc le grec, l'alphabet grec qui a été utilisé pour noter le gaulois dans le sud de la France essentiellement. Et puis si on se tourne un peu plus à l'ouest vers l'Espagne, on trouve une langue celtique qui s'appelle le celtibère, qui est notée en caractère celtibère, c'est-à-dire une écriture qui a été utilisée pour noter une autre langue qui n'est pas indo-européenne, l'ibère, qu'on comprend très très mal d'ailleurs. Mais par contre, le celtibère, on commence à le comprendre depuis, j'allais dire, une cinquantaine d'années. Hein, les années 70, hein, y a eu la découverte d'un texte très important à Botorita, au sud de Saragosse, qui est essentiellement un texte juridique, hein, apparemment, de limitation de terrain et de territoire, mais alors qui est écrit dans une langue qu'on appelle le celtibère, ou l'ibérocèle pour ceux qui ne veulent pas utiliser le mot ibère, mais disons le celtibère, et qui est différente du gaulois, qui est très archaïque, très archaïque, une forme très archaïque de celtique, mais dont on est sûr que c'est du celtique pour un certain nombre de raisons phonétiques. Hein. Il y a le P qui disparaît, ça c'est une des caractéristiques de toutes les langues celtiques, c'est que le P indo-européen disparaît. Hein. Vous avez le mot pater indo-européen qui donne atir en celtique. Donc ça c'est, et puis il y a le gue, hein, qui donne B aussi. Alors ce celtibère était écrit en caractère celtibère, qui est un syllabaire, hein, qui note pas toujours, qui différencie pas toujours entre les sourdes et les sonores, entre un T et un D. Mais on commence, tout ça est en cours d'analyse, hein, parce que ça fait 30 ans que ça a été... ça fait plus, ça fait 50 ans que ça a été publié, édité, et on continue à discuter sur le sens de tel ou tel mot, la terminaison de l'ablatif en celtibère, du nominatif pluriel de la déclinaison thématique, tout ça est en cours, je dirais, en cours d'analyse, et puis il va finir par y avoir un consensus. Alors il y a le celtibère, il y a encore une autre langue du côté du Portugal qui s'appelle le lusitanien. Alors on ne sait pas si c'est une langue indo-européenne à part ou si c'est une langue celtique ou paraceltique. Vous voyez, tout ça est en cours de discussion. Et alors évidemment, pour en finir avec les langues, quand les Romains ont soumis les populations de la Gaule, eh bien les Gaulois ont adopté l'écriture latine et ils ont écrit un certain nombre de choses en gaulois. Et alors, pour revenir aussi à vos remarques liminaires, ils ont écrit essentiellement des textes économiques. On a des contes de Potier,
on a des marques de propriété, quelques petites dédicaces rapides à des dieux et à des déesses de l'époque et du lieu. On a plus tardivement des textes de magie, de magie ou de contre-magie. D'ailleurs, on a un texte qui est manifestement écrit par des sorcières gauloises ou contre des sorcières gauloises. On a des expressions comme Brirtia Anderon, par la magie des infernaux. Bon, vous voyez, alors c'est ce qu'on a appelé, de façon un peu méprisante, une littérature populaire, de la culture populaire de magie. Mais chez les latins, c'était pareil, il y avait ce qu'on appelait des tablettes de défiction qui étaient écrites en bas latin et qui servaient exactement à la même chose, c'est-à-dire à essayer de déclencher des choses nuisibles pour les gens qu'on n'aime pas. Mais on n'a pas de grands textes littéraires, si vous voulez. C'est ça le problème. Si on avait un Homère, un Hésiode, ou même un peu moins que ça, il ne faut pas être trop ambitieux, on aurait beaucoup de choses. Et effectivement, il est vrai que probablement les druides ne recommandaient pas la mise par écrit de leur science, de leur savoir. César le dit, César dit qu'ils avaient des élèves qui apprenaient pendant des dizaines d'années, probablement des milliers de vers, alors, on ne peut que spéculer. Qu'est-ce qu'ils apprenaient ? Ils apprenaient des textes sur la cosmologie du monde, ça Pomponius Mela en parle, sur la grandeur et la nature, la création du monde et les dieux qui le gouvernent. Les élèves druides apprenaient ça, je pense, pendant une formation qui devait durer assez longtemps. Mais vous savez, il s'est passé la même chose beaucoup plus à l'est, en Inde, chez les vieux Indiens, enfin les Indo-Aryens de l'Inde, qui se sont transmis les textes du Veda de façon, je dirais, mécanique, parce qu'il n'était pas question que la transmission se fasse mal de génération à l'autre, et ils ont appris à l'endroit, à l'envers, ce qui s'est passé. Vous savez que le Veda a été mis par écrit très tardivement. Je crois que c'est au début de notre ère, ou peut-être ou un tout petit peu avant, et si c'est pas après. Ça parce que je suis pas un spécialiste de la littérature indienne, mais il s'est produit la même chose. Il y avait un interdit de l'écriture, et on faisait appel à la mémoire, malheureusement, puisque nous n'avons plus ces textes. Et donc, pour revenir aux Gaulois, l'écriture pour les textes profanes ou pour l'activité profane, les contes de Potier, ça en a beaucoup, à la Grove-Zinc en particulier, c'est-à-dire a produit tant de pots pour machin, et le mot pot est en gaulois, machin est un gaulois, et le chiffre qui donne le nombre de pots est gaulois. Donc là, on a... Mais vous voyez, ce sont des textes économiques qui ont un intérêt pas inutile pour un archéologue. Ils adorent ça, les pots, les archéologues. Mais culturellement, voilà, c'est... et pas de textes religieux ou des textes magiques de magie populaire assez tardifs, qui sont d'ailleurs écrits en boucle tardif. On a probablement un texte, l'annonce d'un mariage, dans ce qu'on appelle la tuile de Châteaublot, qui a été analysée par Pierre-Yves Lambert, qui lui est le spécialiste du celtique, c'est pas moi, il faut le rappeler. C'est le grand spécialiste du celtique qui a écrit l'actuel manuel de la langue gauloise, qui est un livre auquel il faut se référer, mais il a proposé une traduction donc de la tuile de Châteaublot, et je pense que l'essentiel de sa traduction est bonne. Le texte commence par Nemnialumi Beni, qui veut probablement dire « je célèbre une femme ». Et alors, la suite, évidemment, vient, où il y a un certain nombre de choses qui sont dites, mais ça ressemble sinon à un acte ou à une célébration de mariage. Ça, c'est assez intéressant. Bon, la tuile de le plomb de chamalière, c'est encore un truc d'imprécation par-delà l'enfer. Andedion, Wediume Dewian. Les dieux de l'enfer, si vous voulez. Andedion, ce sont des infernaux. Wediumi, c'est Gwediomi, j'implore. Bon, tout ça sont des textes de magie, j'allais dire probablement de magie noire, enfin de magie infernale. Même chose pour
pour le Plomb du Larzac, qui est le plus long texte qu'on ait en gaulois. Il fait à peu près 1000 signes. Le problème, c'est qu'il est cassé en 4 et qu'on ne sait pas trop bien où sont les morceaux. Il a été réécrit, en plus de ça, il y a 2 mains. Mais là encore, il s'agit apparemment d'un acte de magie, de sorcière, qui s'envoie ou des imprécations ou des contre-imprécations. Et donc, pour la connaissance du gaulois et de la déclinaison gauloise, en particulier la première déclinaison, ce qu'on appelle en latin la déclinaison de rosa, les féminins en A, bon, c'est très intéressant. Mais comprendre ce qu'il y a dans ce truc-là, il faut quand même s'accrocher parce qu'on est encore loin d'une interprétation acceptée par tout le monde. Donc voilà, on a fait le tour, si vous voulez, des grands textes. Ouais. Oui, il faudrait parler du Plomb de Chartres aussi. Bon, on l'a découvert il y a très très peu de temps. Ouais. Mais à quand remontent les inscriptions les plus anciennes ? Est-ce qu'on peut les dater un peu ? Oui. Écoutez, les plus anciennes, c'est les inscriptions du nord de l'Italie, de la région des lacs, qui remontent au 1er siècle avant notre ère. Oui, c'est ça les textes les plus anciens. Ceux de la Narbonnaise, les textes gallo-grecs de la Narbonnaise, c'est au tournant de notre ère, peut-être 1 ou 2 siècles avant pour les plus anciens. Et alors après, évidemment, c'est les premiers siècles de notre ère, et puis après ça disparaît. Ça a été complètement latinisé, disons. Les gens n'écrivaient plus en gaulois. Clotilde, oui, j'avais une question. Vous avez parlé que ça ressemblait à l'écriture runique, n'est-ce pas ? C'est-à-dire c'est des bâtonnets ? Oui. C'est ça l'étrusque, oui, le gallo-étrusque, oui. Voilà, donc depuis quand on a su interpréter ces caractères gaulois ? Alors, les caractères eux-mêmes, on a su les interpréter parce que il y a toute une quantité une tradition d'écriture dans cette région qui va de l'étrusque à d'autres langues d'ailleurs, au lépontique, et il s'agit manifestement qui ont donné aussi l'alphabet étrusque. Bon, les Germains, les Allemands refusaient un peu cette idée, mais maintenant je crois qu'ils l'ont accepté, c'est que l'écriture runique vient du sud de l'Europe. Dans les années 30, ça ne plaisait pas beaucoup qu'on dise ça, mais c'est très probable. C'est très probable que le runique vienne de graphies qui ont été utilisées dans le nord de l'Italie. Mais ces graphies qui étaient utilisées pour le lépontique ont été abandonnées très rapidement quand le latin, l'écriture latine a été utilisée, exactement comme le grec d'ailleurs. Vous avez tout le sud de l'Italie parlait grec, ce qu'on appelle la Grande Grèce. C'était des Grecs qui s'étaient installés là et qui parlaient leur langue. Bon, tout ça, ça a disparu. L'ombrien, qui est une langue totalement qu'on n'entend pas, c'était une langue très importante dans l'Antiquité. Alors, on a quelques textes, qui sont assez... L'osque, pareil. Le Vénète, dans la région de Venise. Venise doit son nom à une population qui s'appelle les Vénètes, comme ceux de l'Atlantique, je dirais, qui ont donné le nom de Vannes. Mais les Vénètes de Venise, c'était une langue assez proche du latin, une langue italique, mais c'était pas du latin. Et toutes ces langues-là, je dirais, ont disparu, ont été... Enfin, il y en a qui ont disparu quasiment sans laisser de traces, comme l'illyrien. On ne sait pas du tout ce que c'est que l'illyrien, mais ça existait. Et ces langues ont disparu, je dirais, dans l'abîme du temps, remplacées par la langue de l'Empire. Voilà. Xavier Delamarre, moi j'ai une question sur la prononciation du gaulois. Alors, vous avez déjà prononcé quelques mots, mais pourriez-vous nous en dire plus sur la façon de prononcer le gaulois, et puis comment savez-vous comment le prononcer ? On n'a pas d'enregistrement audio, j'imagine. Alors non, on n'a pas d'enregistrement audio, ni du MP3 en gaulois. Ni de MP4 d'ailleurs, ça serait pas mal. On imagine la prononciation tout simplement parce qu'ils utilisaient des caractères latins pour noter leur langue. Alors avant, ils utilisaient le grec. Bon, vous savez qu'en grec, le son OU, c'est OU, OY.
S'ils utilisent OY, c'est qu'ils veulent dire OU. Et si vous retrouvez écrit en latin avec un U ou un V, parce que c'était la même lettre en latin, vous savez que ça se prononce OU. Il n'y a pas eu des controverses sur la prononciation du latin, justement, pendant longtemps? On a prononcé de façon diverse au fil des époques ou des milieux. Oui, mais plus dans le, je dirais, dans le milieu savant. C'est-à-dire que là, les controverses, c'est sur la façon dont les gens qui utilisaient le latin le prononçaient. C'est vrai que la prononciation traditionnelle, moi j'ai suivi des cours de droit où un grand professeur dont je ne prononcerai pas le nom, mais de toute façon c'est pas insultant, il disait le jus gentium. Le jus gentium, c'est-à-dire le droit des peuples, hein, le droit des peuples, le droit international. Et on sait qu'il fallait dire ius gentium, hein, ius gentium. Mais jus gentium, c'est monstrueux. La façon dont les Français prononcent le latin est monstrueuse. C'est un peu moins monstrueux en Italie pour des raisons évidentes. Les Anglais, c'est affreux. Voilà, non, on connaît, si vous voulez, chez les linguistes, on sait comment ça se prononçait, il n'y a aucun problème. C'est les personnes qui veulent utiliser un mot sans savoir comment ça se prononçait. C'est normal, je dirais, c'est tout à fait normal. On n'a pas besoin d'être un linguiste pour prononcer du latin ou du grec. Alors, en grec, on a ce qu'on appelle la prononciation érasmienne. C'est aussi pas beau, hein, c'est le EU qu'on veut prononcer E comme en français, alors que c'est EU qu'il faut prononcer. Hein, c'est pas grave. Mais alors, quelles sont quelques grandes règles de prononciation si l'on voit un mot écrit c'est tout ça, A, E, I, O, U. Hein, c'est comme les latins ont prononcé leur voyelle. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est une longue ou une brève? Est-ce qu'il faut prononcer A ou A? Est-ce que Maros, on sait que c'est Maros par l'étymologie, mais c'était pas noté la différence. Le dieu Deos est avec un élon, hein, qui vient lui-même de Ei, mais c'est pas noté. J'ai une petite, c'est pas une controverse, mais une discussion à l'heure actuelle avec d'autres linguistes sur le mot sénos, hein, ce qu'on appelle le thème séno. Vous avez un séno, à mon avis, avec un E bref, qui veut dire vieux, et vous avez un séno avec un E long, qui vient lui-même de saino, probablement, qui veut dire le magicien. Hein, saino, le lieur, celui qui lie les autres. Et alors, la controverse qui n'en est pas une, mais dans la discussion a lieu sur le nom des sénons. Vous avez des sénonesses qui ont donné le nom de la ville de Sens en France, dans la Lyonnaise, et vous avez des sénonesses avec un « et » long, un « état » tel que le donne Polybe, il écrivait en grec, les sénonesses qui ont donné, sur l'Adriatique, hein, qui ont donné la ville de Sinigalia, bon. Et alors, vous avez des chercheurs qui disaient c'est pas les mêmes populations, puisque d'un côté il y a des sénonesses et de l'autre côté il y a des sénonesses. En fait, il est très probable que la distinction de longueur a disparu, tout du moins n'était plus entendue par, j'allais dire, une oreille latine, hein, et que cette différence de longueur était très importante dans la signification des noms. Un sénorix, c'est un vieux roi, mais un sénorix, c'est un roi magicien. C'est pas la même chose. Et vous avez plein de... Alors voilà, on n'avait pas la notation des longueurs. Pour le reste, P, T, K, tout ça, c'était... K, il n'y en avait pas. P, T, C, D, c'était comme en R, N, M, comme en latin. Alors, il y avait un son spécial au gaulois qu'on appelle... ce qu'on appelle une sifflante forte en linguistique, le débarré. Hein. Tse, ça se prononçait probablement tse. Ça inquiétait beaucoup les latins d'ailleurs, ou les scribes romains qui ne savaient pas trop comment transcrire ce son, tse, et pour lequel les Gaulois utilisaient ou un débarré ou un theta. Quand ils n'utilisaient pas ces deux lettres, ils utilisaient DS ou SS ou X parfois, XS. Mais on finit par savoir que c'est bien ce son-là qui est en question. Pour le reste... Le W qu'on retrouve souvent par écrit se prononce OU.
comme dans... Alors, il n'y avait pas de Wallonie. W, il y avait qu'un V qui signifiait à la fois ou U. Le W, c'est bien après, ça a été utilisé au Moyen-Âge pour noter effectivement le son W, un U, et non plus le son U, parce que le latin ne fait pas la distinction entre le OU et le WE. Et c'est d'ailleurs assez gênant, alors que le grec le fait. Le grec avait le digamma, si vous voulez, qui faisait WE, mais les latins ne font pas cette distinction jusqu'à très tardivement. Si vous utilisez encore un dictionnaire, je crois que dans le Gaffio, pour l'élève, fait la différence entre le U et le V. Mais normalement, vous n'avez pas de distinction. Si vous allez dans le dictionnaire étymologique de Meillet, il n'y a aucune distinction entre le OU, ou le U, si vous voulez, et le WE. Là, c'est pareil. Très bien. Alors, avançons dans le sujet, puisque l'heure tourne, et puis je voudrais laisser un petit peu de temps pour les messages auditeurs tout à l'heure. Xavier Delamarre, pourriez-vous nous préciser comment l'on accède au gaulois, donc quelles sont les différentes sources de connaissances, et puis les progrès éventuellement qu'on a pu faire en la matière ces derniers temps. Est-ce qu'on peut commencer en quelques mots par la grammaire comparée ? Attendez, quelles sont les sources du gaulois ? Dans les sources que l'on a pour accéder au gaulois, pour connaître le gaulois, comment est-ce qu'on le retrouve, comment est-ce qu'on reconstitue. Alors, les sources de la langue gauloise elle-même, c'est pas difficile. Les sources les plus directes, ce sont les textes en gaulois, dont on a un certain nombre les inscriptions, depuis les années 70. Si vous prenez le premier manuel de gaulois qui a existé, qui a été publié en 1919 par Dotin, vous verrez qu'on ne savait pas grand-chose. On avait ces fameuses dédicaces votives du Bratu de Cantem, du sud de la France, de la Narbonnaise. On avait quelques noms propres. On avait des gloses, parce que les gloses, c'est les anciens qui nous disaient ça, c'est un mot gaulois. Donc voilà, c'est un mot gaulois. Mais on n'avait pas grand-chose. Depuis cette date, depuis 1918, on a découvert d'autres textes. Et puis, dans les années 70, on a découvert successivement un nombre de textes importants qui dépassaient 100 signes, si vous voulez. Et pour nous, un texte qui dépasse 100 signes, c'est formidable. Ouais. Le plan de Chamalières, il fait 300 signes. L'annonce de mariage dont je vous parlais, la tuile de Châteaublot, elle fait autour de 400 signes. Donc là, on commence déjà à voir à quoi ressemble un mot gaulois. On commence à comprendre les déclinaisons, on commence à comprendre quelques conjugaisons, la syntaxe, et puis le vocabulaire qu'on essaye de comprendre, mais qu'on ne comprend pas toujours. Et il y a des interprétations concurrentes d'un linguiste à l'autre. Et je dis que tout ça n'est pas encore stabilisé. Il y a des inscriptions qu'on peut considérer comme définitivement comprises. Il y a la fameuse inscription sur coupelle qui veut dire je contiens la boisson du voisin, parce que chez les Gaulois, on avait une boisson qui circulait entre les convives, Netsamon. Alors, ça se lit, et ça se prononce probablement, Netsamon delgu linda. Écrit autour d'une petite coupelle qu'on trouve au musée de Saint-Germain. Si vous Netsamon delgu linda, vous le trouverez au musée de Saint-Germain, la fameuse coupelle. Alors, est-ce que c'est Banassa qu'il faut... j'ai plus tout en tête. Mais ce qui est sûr, c'est que Netsamon delgu linda, ça veut dire des voisins, c'est un génitif pluriel, delgu, je contiens, linda, les boissons, neutre pluriel. Netsamon delgu linda, des voisins ou des suivants, je contiens les boissons. C'est exactement une coupe circulante qu'on donnait dans les banquets et qui est décrite d'ailleurs dans la littérature irlandaise. Donc ça, on comprend, c'est définitif. Cette traduction est due à Vandriès, elle est certaine. Mais les textes qu'on a découverts, dont je vous parlais dans les années 70, ils sont encore en cours d'analyse. Je note au passage alors qu'il y a un genre neutre. Question d'actualité. Comme dans toutes les langues indo-européennes anciennes, il y a un féminin, un masculin, un neutre.
Et puis, si vous avez été traumatisé dans la jeunesse par l'étude du latin, il faut quand même que vous sachiez qu'il y a un nominatif, un vocatif, un accusatif, un génitif, un datif, probablement un instrumental et possiblement un locatif. Et si vous voulez faire du celtibère, vous aurez un ablatif en plus. Donc, il faut faire autre chose si on n'aime pas. Il faut que nous parlions un peu d'onomastique alors, parce que c'est un des principaux moyens. Si oui, je ça ne me c'est mon trompe pas, sujet, ça. Voilà, d'accéder aux Gaulois. C'est mon sujet parce que quand vous avez, alors d'abord lu le manuel de Dautin, puis ensuite celui de Lambert, où il y a quand même un saut quantique, je vais dire, au moins quantitatif entre les deux matières, la matière traitée. Eh bien, on est obligé de faire le constat qu'on n'a quand même pas beaucoup de textes. On n'a pas beaucoup de textes, même des langues peu connues comme le gothique, le vieil arménien, enfin les langues qui ont été retranscrites au début de notre ère pour traduire essentiellement des textes chrétiens, on a quand même beaucoup plus de choses. Si on avait la traduction en gaulois des lettres que saint Paul écrivait aux Galates, ça serait fabuleux. Je ne désespère pas qu'un jour, en fouillant dans les archives vaticanes, on va trouver quelque chose comme ça. Mais enfin, on peut rêver. Alors, on a ces textes, mais il y a une chose qu'on a en abondance, ce sont les noms propres. Je dirais, en gros, sur 1000 ans, de moins 500 à plus 500, on a des noms de personnes, des noms de dieux, des noms de peuples. On a des noms de lieux, bien sûr, des noms de rivières, qui sont d'origine celtique, enfin qui sont purement celtiques, tout simplement, et qui peuvent au moins nous donner un éclairage sur le vocabulaire de cette langue, pardon, pour une raison que j'ai expliquée, et qui est pas très difficile à comprendre, mais qui est quand même nouvelle. C'est que les noms qu'on donnait aux choses voulaient dire quelque chose. Les noms propres chez nous sont issus, notre nomination, et la plupart de la nomination dans la plupart des pays du monde, est issue de la traduction gentilis. La traduction latine qui fait que vous aviez un prénom, et le prénom, c'était vous aviez une vingtaine de possibilités, et c'était tout. Vous aviez un gentilis, et le gentilis qui veut dire, qui est le nom de famille, hein, et puis un cognomen qui est un surnom qu'on choisissait, en gros c'est ce qu'on appelle les tria nomina latins, mais c'est le système du nom de famille, du prénom et du nom de famille qui nous est resté. Et la grande différence qu'il y a, c'est que le nom de famille finit par perdre son sens. Le prénom perd son sens aussi. Moi, je m'appelle Xavier Delama. Xavier, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et Delama, on peut faire des jeux de mots en disant que ça vient de la mer. Mais bon, vous pouvez faire les mêmes... et pour pas mal de... Alors, si vous appelez boulanger, tout ça, on fait référence à un métier. Mais globalement, le nom de famille ne veut plus rien dire. Le gentilis, alors qu'à l'époque, le nom qui était donné était un nom qui était qualifiant ou disqualifiant, un sobriquet, hein, et il était compris immédiatement, il avait un sens immédiat pour les gens qui parlaient la même langue. Et il était d'ailleurs beaucoup plus mobile, c'est-à-dire que les gens pouvaient changer de nom, je pense, au cours de leur vie. Vercingétorix ne s'est certainement pas appelé Vercingétorix toute sa vie. Vercingétorix, ça veut dire le roi suprême des guerriers. Vercingetorix, Rix est le roi. Et il est probable que quand il est né, ses parents lui ont donné un autre nom que Vercingétorix. C'est un peu un titre, si vous voulez, mais c'est devenu son nom. Et alors vous avez des petites histoires comme ça médiévales. On dit autrefois je m'appelais comme ça, maintenant je m'appelle comme ça. Maintenant on m'a donné ce nom-là parce que je fais ceci, je fais cela. Si vous verrez dans les contes populaires, on trouve beaucoup de cette chose. Et c'était l'ancienne façon de se nommer, un nom descriptif, un nom qualifiant, et le nom du père qui était au génitif ou doté d'un suffixe. Hein, je suis grosse tête, fils de grand guerrier, et c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun lien entre le fils, entre le grand-père et le petit-fils. Vous avez un peu le même système qui existe à l'heure actuelle en Islande. Hein, où en Islande, si
votre père se prénomme Eric, votre nom de famille, ce sera Eriksson. Si vous êtes un garçon, et si vous êtes une fille, ça sera Eriksdottir. Et il n'y aura plus de lien entre le petit-fils et le grand-père. C'était un peu le même système. Chez les Gaulois, chez les Grecs, c'était le même système aussi, hein, Démosthènes, Démosthénous. C'était un système qui est assez différent, auquel on n'est pas habitué. Alors les Russes ont aussi un truc qui s'appelle le patronyme, mais en gros ils ont un nom de lignée. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que les noms, que ce soit les noms de lieux ou les noms de personnes, et quand je dis personnes, c'est ou personnes physiques, ou personnes virtuelles que sont les dieux, ce sont des personnes virtuelles, ou personnes morales que sont les peuples. Les peuples, c'est une personne morale aussi. Tous ces noms-là voulaient dire quelque chose. Alors, chez les peuples, vous avez ce qu'on appelle les auto-ethnonymes, c'est-à-dire, en général, c'est assez ronflant, hein, ça veut dire les grands, les courageux, les guerriers, les durs, hein, les kaletes, c'est les durs. Et puis, les hétéro-ethnonymes, ils sont souvent disqualifiants, hein, donnés par les autres. Les ankalites en Grande-Bretagne, c'est les mous, hein, c'est les pas durs. Les allobroges, allobroges, c'est les étrangers. Allobroges, d'un autre pays. Bon, c'est rare qu'on se dise soi-même, je suis un étranger. Hein, c'est les autres qui vous ont donné ce nom-là. C'est un ethnonyme disqualifiant. Alors, vous avez les sobriquets. Alors ça, dans les noms de potiers, vous avez un paquet qui sont assez amusants d'ailleurs à analyser. Hein. Mais alors, c'est souvent des caractéristiques physiques, des caractéristiques de comportement. J'en ai analysé un, j'avais mis sur Facebook, je crois que ça a pas mal amusé. Vous avez un potier qui s'appelle Soaradios. Il signe sur des assiettes où c'est Soaradi Ofikina, c'est-à-dire l'atelier de Soaradios, ou Soaradi Manu, ça veut dire fait de la main de Soaradios, hein, au génitif Soaradi Manu. Et Soaradi, vous pouvez l'analyser assez facilement. Svo, c'est le mot qui veut dire asseoir, c'est le réflexif, hein. Et rad, c'est une racine verbale celtique qu'on retrouve en irlandais, en gallois. Amrad, c'est le discours, ambirad. Et donc, Soaradios, c'est le type qui part tout seul. Hein. En anglais, vous dites Are you talking to yourself? On se parle à soi. Nous, on parle tout seul. Mais le Gaulois, il se parlait à lui aussi. Hein, c'était un gars qui devait discourir pendant qu'il tournait ses peaux. Et donc, vous pouvez comme ça... c'est un nom qui probablement lui a été donné par d'autres. Et puis, c'est possible que ce nom ne lui ait pas resté, qu'il en a eu un autre à la fin de sa vie. Donc, la nomination était beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, compréhensible pour notre bonheur, puisque c'est avec ça on peut comprendre un certain nombre de choses. Et elle était très différente de la nomination actuelle. Très bien. Il y a un message auditeur, Clotilde? Oui. Un auditeur nous écrit « Il paraît que le mot « feuille », qui désigne le hachoir des bouchers, aurait été inventé par les Gaulois. Ces derniers utilisaient-ils un autre mot gaulois pour désigner ce hachoir? Je n'en sais absolument rien, je dois vous dire. Je ne sais pas qui. Il faudrait voir quels sont les mots qui sont en question. C'est le mot feuille, dit l'auditeur. Qui désigne le hachoir des bouchers. La feuille du boucher. Une feuille. C'est pointu. Je ne sais absolument pas. Je ne veux pas décevoir l'auditeur en lui disant que j'ai des doutes, parce que il faut voir quel est le mot qui a été considéré comme gaulois. Mais vous savez, le gaulois, ça fait quand même 2000 ans quasiment qu'il n'est plus parlé. Enfin, disons, pour les plus optimistes, 1500 ans, quoi, 1400, si Saint Jérôme disait vrai à propos de la langue des Trévires et des Galates. Je ne sais pas, je ne comprends pas du tout ce que veut dire l'auditeur. Oui, voilà. C'est pas grave. Cet auditeur nous demande aussi s'il existe une librairie pour trouver des livres sur la langue gauloise et sur les sujets évoqués ce soir dans votre émission.
Ben, vous savez que les librairies sont fermées maintenant, c'est malheureusement... c'est Non, difficile. non, là, elles ont réouvert, ouais. Écoutez... En tout cas, on peut les commander, vos livres, auprès des libraires. Oui, alors moi un certain nombre de mes bouquins sont publiés par Actes Sud. Actes Sud enfin Errance et Actes Sud. Ils ont un réseau de librairies. Autrefois, il y avait une magnifique librairie qui était rue Séguier, vous savez, au quartier latin, juste à une encablure de la place la place Saint-Michel. Mais ils ont fermé. Mais ils ont encore quelques librairies, je crois, à Paris. Et en France, Actes Sud a des librairies. Et puis, ils diffusent ces bouquins. Hein. Sinon, écoutez, moi, je ne veux pas citer de nom, mais si, il faut les citer. Il reste quand même un Gibert, parce que vous savez que tous les autres vont fermer. Mais il y a celui du boulevard Saint-Michel, c'est Gibert Joseph, je crois. Alors, ils ont mes bouquins et nos bouquins, parce que je ne suis pas le seul linguiste à publier, au 4e étage, là, au rayon linguistique, vous trouverez du gaulois, du sanskrit, de l'albanais, du mongol, ce que vous voulez. Bon, en tout cas, ils peuvent se commander aussi auprès de tous les libraires. Oui, écoutez, sur quelques jours, ils les auront. Tape du sucre sur le dos d'Amazon, mais n'empêche que... Non, on peut commander à son libraire. Oui, le libraire les obtient en quelques jours. Moi, je publie des bouquins sur Amazon, hein, donc voilà. Oh, ouais. Et ils sont chez moi en 2 jours. Oui, mais on ne peut pas les avoir en librairie. Bon, enfin bon, c'est un autre sujet. Attendez, parce que l'heure tourne. Pour en revenir donc aux sources d'accès aux Gaulois. Donc, on a vu la grammaire comparée, les inscriptions gauloises dans différents alphabets, les gloses, c'est-à-dire les mots dont les latins ou les grecs nous ont dit qu'ils étaient gaulois dans leurs textes, l'onomastique. Et alors, il y a une sous-catégorie importante de l'onomastique, c'est celle qui consiste à étudier le nom des fleuves. Alors, l'onomastique, c'est l'étude des noms propres. Hein, c'est ça que veut dire ce mot. Ouais. Elle est divisée elle-même essentiellement en 2 catégories. Les noms de personnes d'un côté et les noms de lieux de l'autre. Hein. Alors, vous avez des gens qui raffinent maintenant à l'époque moderne, mais essentiellement, c'est les noms de personnes et les noms de lieux. Se trouve au milieu de ces 2 catégories une catégorie qui est un peu mixte, qui est l'hydronymie, qui sont effectivement les noms de fleuves, de rivières. Alors on ajoute les lacs aussi, souvent, et les mers, mais c'est essentiellement les noms de fleuves. Pourquoi je dis que c'est une catégorie hybride ? C'est que les rivières qu'on aurait tendance à mettre dans la classe des noms de lieux, même si ils sont sur parfois des trajectoires assez longues, dans l'Antiquité, sont conçus comme des dieux et des déesses. Les rivières, les fleuves, les sources sont des êtres animés. Alors, ils sont donnés en général à l'animé, c'est-à-dire au masculin ou au féminin. Ils ne sont pas au neutre. Hein, si on les voit au neutre dans des chartes anciennes, c'est que ça a été recopié par des scribes ignares qui ne comprennent rien. Il y en a un en particulier qui s'appelle le Cosmographe de Ravenne, qui est absolument terrifiant de sottise. C'est malheureux parce que... Alors, pour certaines régions, pour l'Espagne, il est excellent, mais pour la Bretagne, c'est une vraie catastrophe. 80% de ce qu'il écrit est faux. Enfin, et plein d'erreurs. Alors, revenons aux rivières. Les rivières sont une catégorie intermédiaire qui veut aussi dire quelque chose. Hein, les rivières elles ont une couleur, elles sont rapides, elles sont lentes, elles sont souvent bavardes, elles parlent. Hein, et on a plusieurs souches verbales qui veulent dire parler en celtique, qu'on retrouve dans des noms de rivières. Elles sont bordées de différents arbres. Hein. Werno Dubra, c'est la rivière aux aulnes. Argento Dubra, alors ce qui a donné l'Argent Double, c'est un nom assez marrant. Il y a une rivière qui s'appelle l'Argent Double dans le sud de la France, qui vient de Argento Dubra, qui est la rivière argentée. Hein, voilà. La Saône, Saukonna, je pense que moi c'est une Saukonna. C'est une rivière au pain. Hein. Uko, je pense, veut dire le pain. Et ainsi de suite. Donc on peut analyser le sens de ces fleuves, de ces rivières, tout comme on analyse le nom d'une personne, ou d'un dieu, ou d'un peuple, et comme on analyse un nom de lieu
avec, là encore, des sous-catégories dans les noms de lieux. Vous avez les noms de lieux qui sont purement descriptifs, et les noms de lieux qui sont, je dirais, institutionnels, dont les noms de propriété. Hein. Vous savez que la majorité des noms de lieux gaulois en France, les noms qui sont en acum, désignent un domaine. Un domaine, un établissement, et du propriétaire, bien sûr, hein, qui a donné son lieu à cet endroit. Mais au départ, c'est un nom de personne, et c'est ce nom de personne qui, d'abord mis au neutre, a voulu dire un nom de lieu. Vous avez par exemple en Cisalpine un lieu qui s'appelle Crixia, donc c'est un neutre pluriel, et vous avez le nom Crixius, Crixios en gaulois, qui veut dire le frisé. Crixios, c'était un gaulois, il était nommé là encore par une des caractéristiques physiques, ils aimaient beaucoup les sobriquets, Monsieur le Frisé. Et quand Monsieur le Frisé a fondé un domaine, le domaine s'appelait Crixia. Hein, c'était pas un domaine ou une ferme frisée, c'était la ferme de Monsieur le Frisé. Hein. Et l'essentiel des toponymes d'origine gauloise sont faits comme ça. Hein. Vous avez des Cransac, des Charançais, tout ça, ça vient d'un Carantiacon. Alors, acon, c'est le suffixe qui donne le nom de lieu, et c'est le nom de lieu où s'est établi un Carantios, qui veut dire, alors Carantios, on n'est pas absolument sûr, mais c'est l'aimé, l'ami, enfin bon, c'est un nom assez positif, mais Carantios, quand il a établi sa ferme, il l'a appelé Carantiacon, ou même parfois Carantion, tout court, au neutre, et donc, voilà, c'est une des catégories importantes de la nomination toponymique dans les Gaules, c'est des noms de lieux qui sont faits sur des noms de personnes. Et puis alors il y a l'autre catégorie dont je parlais tout à l'heure, qui est la catégorie institutionnelle, hein, Mediolana. Je pense que Mediolana, ce sont des centres, ce sont des fondations qui sont médios, qui sont un centre en eux-mêmes. Nemetum, c'est le sanctuaire. On pourrait en prendre plein comme ça, de mots qui sont... alors tous les mots en briois qui veut dire le pont, en ritu qui veut dire le passage, le gué quand on traverse une rivière, et puis les noms de routes. Tout ça se comprend assez bien linguistiquement. Très bien, alors quelques messages d'auditeurs si vous voulez bien, Clotilde, puisqu'il nous reste 10 minutes, alors il faudra répondre rapidement. Par avance, je présente mes excuses aux auditeurs dont nous ne pourrons pas lire les messages, faute de temps malheureusement, mais il y en a eu beaucoup ce soir, hein. C'est un sujet qui intéresse. Des auditeurs très enthousiastes. Quelle excellente émission que je prends en cours, grand merci. Un autre auditeur, le patronyme breton, le Gal, ne désigne-t-il pas ceux, les Gaulois, qui se trouvaient en Armorique avant l'arrivée des Bretons? Non, je crois que c'est le contraire. Alors, vous savez, l'arrivée des Bretons, c'est quand même les premiers siècles de notre ère. Hein, c'est quand même très vieux. Et je crois que l'attribution du nom de Le Gal est quand même beaucoup plus tardive. Elle a dû, au contraire, désigner quelqu'un, c'est comme le gallo, si vous voulez, quelqu'un qui ne parlait pas une langue celtique. Je crois. Mais là, je suis moins spécialiste des minutiés bretonnes, et en particulier bretonnes récentes. Je ne suis pas absolument sûr de la réponse, mais à vérifier. Très bien. Une autre question. Il paraît qu'il n'y aurait qu'une quarantaine de mots gaulois passés en français. C'est peu. Est-ce vrai ? Merci de nous faire partager vos vastes connaissances. Écoutez, malheureusement, mes connaissances en gaulois sont limitées, tout simplement parce qu'on ne connaît pas beaucoup le gaulois. Alors, 40 mots. Tout dépend de ce que vous appelez le français, le français de tous les jours, là, le français que nous utilisons, que nous parlons quotidiennement. Il y en a moins que ça, même, je dirais. Il y en a très peu de mots d'origine strictement gauloise. Par exemple, le mot arpent, arepennos, ça c'est sûr, c'est un mot gaulois. Est-ce que vous utilisez le mot arpent tous les jours?
Hein. Les mots gaulois qui nous restent dans la langue française sont des mots techniques, des mots de la ferme, des mots ruraux, que, évidemment, avec notre civilisation urbaine moderne, on utilise de moins en moins. Une douraise, je vous ai dit une douraise, douaratia, c'est une sorte de porte, hein, je crois. Bon, une douraise. Voilà. Alors, dans le français rural ou dialectal, il y a beaucoup plus de mots gaulois qui sont restés. Mais dans notre français quotidien qui a été normé par toute des générations de grammairiens et d'académiciens qui n'avaient qu'un seul regard, c'est pour le latin classique, hein, qui ont relatinisé le français. Le mot fragile et le mot frêle, c'est le même mot. Frêle, c'est ce que ça donne en français, et fragile, c'est fragilem, hein, du latin, accusatif. Et on a comme ça plein de doublets de mots d'un français qui a été relatinisé par les clercs. Et donc, le gaulois de notre langue française est quand même très limité. Alors, si vous voulez parler des dialectes, en Suisse, en France, ou des dialectes en provençal, des dialectes du nord de l'Italie, là, on a beaucoup plus de choses. Mais ce n'est pas des mots qu'on utilise, sauf à parler dialecte, bien sûr. Et parmi les mots les plus connus, alors, de ces quelques dizaines de malheureux mots rescapés, carrosse, non, ça ne vient pas du... Non, le char, c'est carro, effectivement, c'est un mot... gaulois, puisque le latin disait currus, et carros a obéi à la phonétique du gaulois, et donc, alors le char, qui a donné le char en français, hein. Bon, le char, on l'utilise, oui. Bon, les Canadiens disent ils prennent leur char, je crois. Mais qu'est-ce que je pourrais... Alors, attendez, je regarde, parce que c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, si vous voulez, les mots passés en français. Il y en a quand même un certain nombre, il faut pas... mais je vous... Alors, l'auvent, hein, andebano aussi. Est-ce que vous utilisez beaucoup le mot auvent? C'est vrai, on peut l'utiliser, pourquoi pas. L'alouette, l'alisier, le béret, ça plaît pas mal, le béret, parce que le béret, ça vient d'une souche qui veut dire court. Le mégot, c'est pas mal non plus, ça. Le mégot, le boisseau, ça c'est bosta, ça c'est un mot un boisse on disait, mais après ça devient boisseau. Le bouge, c'est-à-dire un endroit où il y a de la boue, c'est probablement un mot gaulois. Breuil, hein. Alors le breuil ça s'utilise plus, mais ça vient de brogilo qui veut dire le petit bois, quoi, le petit bois enclos. Le char, la charrue, la charpente, c'est voilà. Mais ce sont, je vous dis encore, je peux vous en citer quelques-uns. Le mégot, la meg, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une meg? Le nan, si tu voulez, le nan c'est un petit ruisseau dans NANT, ça s'écrit dans la France rurale. L'aubier, louche, est-ce que vous avez une louche si vous avez une maison en province? Il y a une louche autour de votre maison? Non. Je crois pas. Non, alors par contre j'ai un autre message auditeur que je voudrais vous passer pour terminer, c'est un peu dans le même genre. Quel est l'héritage de la langue des Galates dans la Turquie actuelle? Est-ce que vous savez s'il y a eu un transfert, une influence du gaulois des Galates, dont Saint Jérôme disait, alors parce que vous parliez de Saint Jérôme, si je ne me trompe pas, disait qu'il était très proche de celui des Trévires. Oui, des Trévires, qui parlaient la même langue. La même langue, entre donc le nord de la France et au IVe siècle de notre ère. C'est incroyable. Alors, ou 5e, à vérifier, mais c'est 4e ou 5e, hein, Saint Jérôme. Non, bien sûr que non, il n'y a plus rien à voir avec la langue actuelle, alors qui est une langue turque qui est venue bien après, mais les Galates ont été, je dirais, submergés par... ils ont parlé grec, évidemment. La langue a disparu. Alors, elle est arrivée à se maintenir, probablement, parce que quand les Celtes s'installaient quelque part, c'est comme en Espagne,
ils s'installaient pas au centre des villes. Ils s'installaient à l'extérieur, dans des fortins et des forteresses où ils se retiraient, et puis ils mataient les populations à partir de leurs forteresses, aussi bien en Galicie qu'en Espagne. Hein. En Espagne, vous avez toutes les villes en briga, qui était l'endroit où les Celtes ont maté les Ibères, les révoltes ibères et ainsi de suite. Bon, je pense que en Galicie, ça a été exactement la même chose. Et les restes de culture galate ou celtique ne sont plus que des inscriptions, et d'ailleurs écrites en alphabet grec, dans l'actuelle Turquie. J'en vois pas d'autres. Très bien. Eh bien. Écoutez, il va falloir nous arrêter là, pour ce soir en tout cas. Merci beaucoup, Xavier Delamarre. Merci de m'avoir écouté, parce que je crois que le gaulois les Gaulois et la langue gauloise, mais surtout les Gaulois et les Celtes, c'est quelque chose qui attire pas mal le rêve, ou les spéculations, où les gens sont très intéressés par les origines. Et la langue, c'est toujours intéressant. Une langue qu'on ne connaît pas, c'est toujours fascinant. Vous savez, quand on a découvert les longues inscriptions de la tablette de Chamalières, c'était un coup de tonnerre dans le landerneau des celtisans, parce que c'était un cadeau extraordinaire d'avoir découvert ça. Mais il y a quand même un travail d'analyse très important. Et il ne faut pas partir sur n'importe quelle piste. Voilà. Je pense... mais il y a encore des choses à découvrir. C'est ça que je veux dire. Bon, tant mieux. Merveilleux. Merci Xavier Delamarre. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment d'un fameux dictionnaire de la langue gauloise aux éditions Errance. Merci à tous, à bientôt.